Récemment, Cyprien a dévoilé son top 4 Letterboxd, ses films préférés, et je voulais en parler. Salut à tous, ici Reg. J'avais déjà fait ce concept avec Papsan. Papsan m'avait conseillé des films que je n'avais pas vus, je les ai découverts et j'en ai parlé en vidéo. Mais là, avec Cyprien, je fais un truc un peu différent. Le truc avec Cyprien, c'est que ces 4 films préférés, je pense que vous les avez tous quasiment vus, ou presque. C'est des films hyper connus, dont on a souvent parlé sur la chaîne, des films qui reviennent souvent dans le débat public, et c'est pas un jugement, hein, au contraire, je vais en parler quand même de ces films. Mais pour chacun de ces films préférés, j'ai envie de vous conseiller 2 autres films avec des thématiques similaires qui pourraient vous plaire, des classiques ou des films un peu moins connus. Sans spoiler évidemment, car j'ai envie que vous découvriez ces films, et c'est juste un avis rapide, hein, c'est pas une critique complète. J'ai envie de vous motiver à les voir, et prenez pas le titre et la miniature trop au sérieux, c'est juste un moyen pour moi d'utiliser Cyprien afin de vous faire découvrir des films intéressants. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le compte épinglé, des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, Paddington 3 ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous allez avoir Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous l'avez via MyCanal, vous vous connectez avec votre compte Canal sur l'appli HBO. Vous avez Destination Finale Bloodlines, Sinners, des films comme Freaky Tales qui sont arrivés récemment ou encore La légende d'Oshi. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, YouTube Premium est vraiment utile aujourd'hui. Il suffit de prendre un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Depuis quelques semaines, il y a des sites internet qui sont plus disponibles sauf si vous mettez votre carte d'identité. Donc si vous voulez continuer de vous régeler le gorilla, il suffit de prendre un VPN et changer de pays. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou encore de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et ceci sans aucun problème. En quelques clics, c'est fait. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. L'un des films préférés de Cyprien est Oldboy. Et Oldboy, j'en ai régulièrement parlé sur la chaîne. Hein. J'ai fait des vidéos où je parle des films qu'il faut voir dans sa vie et Oldboy était présent. Et à l'époque, vous étiez 43% à avoir vu le film. J'espère qu'entre-temps, ça a bien évolué, mais c'est l'un des films les plus connus de l'histoire du cinéma, l'un des films les plus cultes. Voilà, c'est un film absolument génial. C'est un véritable chef-d'œuvre d'action qui mélange vengeance, trauma, avec des séquences bien plus que mémorables. Hein. Park Chan-wook a fait un film marquant, fort et avec des idées constamment. En chaque plan, il y a une idée. C'est dingue, c'est peut-être d'ailleurs le meilleur film de Park Chan-wook, qui a débat peut-être avec Mademoiselle ou Decision to Live, mais c'est un film qui a marqué une génération, qui a marqué beaucoup de personnes de manière générale, qui a marqué les cinéphiles, et c'est un film qui quand même est rentré dans la culture populaire, même pour le grand public, et ça c'est très très bien, parce que oui, c'est l'un des films les plus marquants de l'histoire, c'est excellent, il y a certaines séquences qui sont tellement incroyables, vous allez être étonné tout le long. Par contre, peut-être que pas tout le monde sait que Oldboy est une trilogie. Et oui, parce qu'il fait partie de la trilogie de la vengeance. Et dans cette trilogie, il y a évidemment 2 autres films que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui. 2 autres films réalisés par Park Chan-wook avec cette thématique, mais qui sont quand même différents. Le premier s'appelle Sympathy for Mr. Vengeance, qui est sorti en 2002, donc avant Oldboy qui est sorti en 2003, si je dis pas de bêtises, et vous êtes 13% à l'avoir vu. C'est l'histoire d'un homme sourd-muet et sa sœur qui a, elle, besoin d'un rein, et pour cela, il va vendre, lui, son rein, pour, en échange, avoir un rein compatible. Mais cet échange, il le fait avec la mafia. Donc forcément, il y aura plein de complications par rapport à sa santé, par rapport à qui il est, et par rapport à ce groupe mafieux qui va maintenant rentrer dans sa vie. Je ne vais pas vous dire à partir de quel moment et pourquoi intervient la vengeance, mais du moment que ça intervient, tout prend son sens. Ça met du temps à arriver, hein. Il y a beaucoup d'expositions, ça met plein d'intrigues en place, mais une fois que ça y va, ça explose et c'est un film assez dingue. C'est un film presque sans dialogue qui joue évidemment sur le côté sourd, muet, dans l'acting, dans le suspense, dans la comédie et forcément dans cette mise en scène avec plein de panneaux, vous savez, comme dans les films muets, et je trouve ça assez génial. Il y a plein de plans avec une intelligence folle, encore une fois c'est Park Chan-wook, du coup il y a une idée par plan, c'est un film qui est magnifique et il y a beaucoup de sensations et sentiments différents que vous allez ressentir, que c'est un film très peu
manichéen avec des vraies montagnes russes émotionnelles, remplies de surprises. Il y a aussi beaucoup de symbolique, ça parle de thématiques vraiment chères et propres à Park Chan-wook, prolétariat, capitalisme, révolte. Il y a une atmosphère de solitude face à la violence de ce monde, qu'elle soit sociétale, familiale ou même sexuelle. C'est pas un film comme Old Boy dans le sens où ça sera un film d'action, mais il y aura des scènes tout aussi marquantes avec des utilisations des fusils de Chekhov absolument géniaux. Et plus tu avances dans l'histoire, plus elle devient folle avec ce rythme certes posé, mais efficace, et c'est l'une des fins les plus géniales, je pense, aussi de l'histoire du cinéma. Ça va vous mettre une claque, donc j'adore Sympathy for Mr. Vengeance. Foncez pour voir des plans comme ça, avec un contexte encore plus dingue lors de cette séquence, avec cet enfant et tout. Bref, allez voir ce film, c'est dingue, vous allez adorer. Et le deuxième, du coup, que je peux conseiller, qui est le troisième de la trilogie, c'est le dernier film qui est sorti de cette trilogie, qui s'appelle Lady Vengeance, sorti en 2005, cette fois-ci, donc après Old Boy et Mr. Vengeance, et vous n'êtes que 11% à l'avoir vu, et cette fois-ci c'est un film qui va parler de vengeance mais du point de vue féminin, et ça va mélanger plein de choses très féminines comme la sororité, la féminité, la maternité et l'opposition au patriarcat. Il y a un gros rapport avec les hommes évidemment, et c'est un film qui est aussi très différent parce qu'il sera bien plus musical, bien plus bavard aussi je dirais que Mr. Vengeance qui lui est quasiment sans dialogue. Old Boy c'est un peu le mélange des deux, je dirais celui-ci c'est sûrement plus bavard des trois, mais l'ambiance musicale et visuelle va vous plonger dans une histoire de vengeance tragique, violente, entre prison, les gens qui en sortent, comment ils s'adaptent, entre le monde du travail et toutes ces choses-là. Oui, c'est un film, je dirais, moins réaliste, entre guillemets, avec plus d'action, certes moins qu'Old Boy, mais plus que Mr. Vengeance, et plus dans le symbolisme. Il y a pas mal de scènes qui sont purement symboliques, avec des choses qui, entre guillemets, seraient pas réalistes dans la vraie vie. Donc c'est différent, et c'est ça qui est bien, c'est que vous avez trois œuvres qui sont thématiquement liées par rapport à la vengeance, mais pas que, parce qu'il y a des thématiques évidentes de Park Chan-wook à chaque fois, mais c'est surtout cette plongée dans la violence et les atrocités, surtout en communauté, ce qui sera un peu la grosse différence par rapport aux deux autres films, et c'est, je trouve, une super conclusion à cette trilogie. Les trois films se répondent de manière touchante, intelligente, et traumatisante, et se mater les trois que vous pouvez avoir en coffret d'ailleurs, hein, je l'ai juste là, vous avez maintenant le 4K trilogie de la vengeance avec les trois films, ça vole des tours, le 4K est magnifique, et surtout que les trois films sont des chefs-d'œuvre, ou presque, d'après moi. Alors mon préféré reste Old Boy, ensuite je dirais Mr. Vengeance, et en dernier Lady Vengeance, mais j'adore les trois, et vous allez sûrement avoir un avis différent, parce que les films sont tellement différents en soi, même s'ils sont similaires évidemment par rapport à certaines choses, que vous allez peut-être avoir un classement différent. Mettez-moi votre classement de ces trois films dans les commentaires, et si vous les avez pas vus, bah foncez les voir parce qu'ils sont vraiment très bien. L'autre film préféré de Cyprien était Akira, et Akira, vous savez, j'en ai déjà parlé dans mon concept des films à voir dans sa vie. Je pense sincèrement que c'est potentiellement le plus grand film d'animation de tous les temps. J'ai le 4K aussi d'ailleurs, et vu que j'en ai parlé, je vais pas revenir dessus ici, mais entre l'esthétique cyberpunk, les thématiques abordées, les moments mémorables, aussi les arcs narratifs des personnages qui sont surprenants, et l'esthétique qui va vous choquer au fur et à mesure de l'œuvre, c'est une ambiance unique qui a jamais été répétée pour moi dans le style de l'animation. Et malheureusement, il y en a plein qui ont essayé sans réussir à arriver à la cheville d'Akira. Et oui, c'est hyper connu, même si vous êtes que 30% à l'avoir vu à l'époque lorsque j'ai fait ma vidéo. Mais vu que c'est tellement connu et c'est tellement un pilier du cinéma, j'ai envie de vous recommander d'autres films qui sont plus ou moins connus. Et j'ai envie de rester avec le réalisateur de l'œuvre. J'ai envie de parler d'un autre film qu'il a fait, qui est en lien avec Akira par rapport à l'animation, mais il est sorti un peu plus tard, il est sorti en 95, où Akira c'est les années 80. Il faut parler de Kazuhiro Otomo, qui est le créateur de ces mangas, mais aussi le créateur de Memories, ce film de 95, qui est un film d'anthologie d'1h50. En gros, il y aura 3 histoires indépendantes avec des liens thématiques un petit peu tout de même, et vous êtes moins de 10% à l'avoir vu, et j'avais envie de le conseiller parce que même si c'est pas un énorme chef-d'œuvre, je trouve que le film est super intéressant. C'est-à-dire que la première histoire, qui est d'après moi la meilleure, va raconter ces astronautes qui vont rentrer dans un vaisseau après avoir reçu un signal de détresse, et c'est là que leur quête d'exploration va commencer. Sauf que ce vaisseau n'est pas vraiment un vaisseau de science-fiction. Regardez, on dirait qu'on est dans un palais européen magnifique, et c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'ils vont rentrer dedans, essayer de trouver la source de ce qui se passe réellement, et ça devient une sorte de drame de personnages psychédéliques qui mélangent souvenirs, horreur et traumatisme, encore une fois. Et ça qui est dingue, c'est que ces 40 minutes-là, elles sont géniales. C'est un moyen métrage qui te met à fond dedans avec une thématique assez forte, avec des images
Choc aussi, c'est vraiment magnifique, je trouve, comme première partie. Et je me suis dit, incroyable, parce que j'ai découvert ce film, je ne l'avais pas vu, hein, je l'ai vu pour cette vidéo. Si les 3 histoires sont comme ça, alors qu'à la base, je ne savais même pas qu'il y avait 3 histoires, je découvrais, je pensais que c'était tout le film. En réalité, j'allais vraiment kiffer, mais c'est pas le cas. Pas toutes les histoires se valent, je trouve, mais juste pour cette partie-là, les 40 premières minutes, le film mérite d'être vu. Et je vous conseille aussi de voir la suite, parce que j'ai pas envie de trop en parler de cette partie-là, parce qu'elle est géniale. Mais la deuxième histoire est plus satirique, humoristique. Ça sera comment le Japon essaie de faire face à une menace étrange que je ne vais pas révéler ici, mais c'est l'excès le plus total. Ça joue presque sur l'idée de la bombe nucléaire et en même temps Godzilla, c'est un peu rigolo, avec un twist assez intelligent qui va vous faire rire. Donc c'est plus drôle, même si évidemment c'est la critique de quelque chose que j'ai pas envie de révéler non plus. C'est le moins bon des 3 je trouve, car c'est un peu long. Mais c'est fun à regarder, l'animation est géniale. J'ai l'impression que c'est la partie du film qui a le droit au plus de budget. Et à chaque fois, c'est 3 réalisateurs différents. C'est ça qui est bien. Donc il y a le réalisateur d'Akira, mais en tout cas, c'est ses histoires à lui. Les 3 histoires sont les histoires de Otomo, et juste pour ça, ça vaut le détour d'après moi. Même si c'est la partie que je préfère le moins, ça reste 40 minutes divertissantes. Et la dernière partie, la 3e, est une histoire qui parle de guerre, d'enfance, d'ignorance, de patriotisme, de propagande, avec un style d'animation complètement différent et volontairement plus enfantin, mais plus marquant aussi, je trouve. Il y a un côté dessin d'enfant dans une classe qui est assez bien, et c'est le plus court, c'est-à-dire que c'est 20 minutes avec un message fort, efficace, donc je peux vous le conseiller, et c'est à la fois touchant et une vraie proposition de style. Donc honnêtement, mon histoire préférée, c'est la première, ensuite c'est celle-ci, et la deuxième est la moins bonne, mais ça reste bien, et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, et pour un film de 95, en termes d'animation et tout, ça déchire, donc regardez-le. Mais un film plus connu d'animation, vous êtes un peu moins à avoir vu par rapport aux d'autres films de cette vidéo, c'est Paprika. Alors j'avais parlé dans ma vidéo de Papsan de Perfect Blue. Perfect Blue, c'est le même réalisateur, hein, c'est Satoshi Kon, et c'est lui qui fait ici Paprika. Satoshi Kon, il est connu pour avoir vraiment influencé le cinéma occidental, européen en live action, parce que l'histoire de Paprika, c'est donc une sorte de machine qui permet de rentrer dans les rêves des gens, donc tu sais jamais si les personnages rêvent ou pas. Et vous êtes 23% à l'avoir vu, et oui, c'est le même concept qu'Inception, il y a plein de gens qui gueulent qu'Inception c'est du plagiat et tout. Oui, le concept est le même, similaire, mais l'histoire, les thématiques et tout ce qui se passe sont complètement différentes, parce que Paprika va plus se concentrer sur l'irréel, sur le rêve, sur l'absurde, et sur ses personnages plus que Nolan, qui fait une sorte de film d'action, entre guillemets, plus simple. Paprika, étant aussi quand même de l'action, se concentre tout de même plus sur tout ce qui est dramatique. Encore une fois, beaucoup de trauma, évidemment, mais aussi les conséquences des actes des gens par rapport à leur vie. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui? Voilà, cette image-là symbolise très très bien ce qui se passe dans l'œuvre. Et c'est surtout un combat des personnages par rapport à 2 versions d'eux-mêmes. La version qui a réussi, la version qu'ils veulent être, et celle qui n'a pas réussi par exemple, mais ça va bien plus loin que ça en réalité. Et les rêves sont utilisés comme une allégorie de ce que les personnages voudraient être dans la vie, et au final avec quoi ils se retrouvent. C'est le combat éternel de la réalité versus l'évasion de la fiction, et ça parle beaucoup d'art évidemment, de cinéma. Il y a un côté enquête aussi qui est pas mal, car tu découvres au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe réellement. Il y a une partie mystère intéressante, et sans même rentrer dans l'aspect technologique, son impact sur la société, il y a une partie importante qui concerne quand même le vivre ensemble, ce qui se passe dans le monde, et ce rêve éveillé qui est en train de vivre un groupe entier, la population humaine, t'as l'impression. J'ai pas envie de trop en parler parce que c'est un film que vous devriez vraiment découvrir aussi, et profitez-en parce que même si je préfère Perfect Blue qui est pour moi un chef-d'œuvre, Paprika c'est très très bien aussi, et je sais que c'est le film préféré de beaucoup de personnes, donc allez voir Paprika, allez voir Perfect Blue, vous allez clairement adoré. Ensuite, un autre film qui était dans la liste préférée de Cyprien, c'était le film Her. Évidemment, bon ça c'est le film que vous avez le plus vu de tous les sondages que j'ai fait. Vous êtes 44% à l'avoir vu, et vous connaissez l'histoire, hein. C'est Joaquin Phoenix, son personnage, qui va tomber amoureux d'une intelligence artificielle sur son téléphone. Ça va parler de solitude, de relations amoureuses, dans ce nouveau monde, de séparation, etc. etc. C'est un film que moi aussi j'adore, hein. Je trouve magnifique, touchant, beau, ingénieux, une super mise en scène. Mais vous le connaissez tous, vous l'avez tous vu, c'est peut-être le plus récent de la vidéo, sauf une exception que je vais citer dans quelques minutes. Mais c'est un super film que j'adore, donc rien à dire de ce point de vue-là, c'est top. Mais j'ai envie de vous conseiller 2 autres films, celui que vous avez peut-être le moins de vues depuis que je fais des sondages et ce format de vidéo sur ma chaîne, c'est Synecdoche New York. Alors ça se rapproche pas mal de Her parce que ça raconte l'histoire d'un homme qui se sent seul, qui est déprimé et qui va pas très bien mentalement, soyons honnêtes. Et c'est le propos du film de Charlie Kaufman, qui est un
une auteure que moi j'adore, hein. J'ai adoré I'm Thinking of Ending Things, j'ai adoré Anomalisa aussi qui était excellent. Donc c'est un gars que j'aime beaucoup en tant que scénariste, en tant que réalisateur. Et vous êtes 5% à avoir vu ce film, ce qui est clairement pas assez. Et ça va suivre vraiment la vie de ce dramaturge de théâtre qui veut écrire son chef-d'œuvre ultime qui va raconter sa vie. En même temps, il doit gérer son mariage défaillant, la relation ratée avec sa fille. Et c'est là qu'il va tomber dans une sorte de spirale mortifère qui mélange psychose, réalité et fiction. Et on va le suivre le temps d'écriture de cette pièce qui doit être son chant du cygne, son magnum opus. Et c'est quelque chose que Charlie Kaufman a beaucoup fait par rapport à ses personnages. Il prend des personnages qui sont encore une fois dans le délire du rêve éveillé, qui mélange plusieurs moments de sa vie, de cet homme avec ses traumas, encore une fois, mais surtout les choix qu'il a fait. Et c'est une capsule par rapport à la vie de tout le monde. C'est un film très universel. Le travail, la mortalité, l'éternité, l'arme, la vie de famille, les relations amoureuses, les regrets, le narcissisme. Anomalisa aussi c'est intéressant parce que c'est un film qui parle de narcissisme. Je vous conseille les deux films, hein, évidemment. Et Anomalisa c'est intéressant parce que c'est un film qui est fait en stop motion avec des figurines, quoi, des marionnettes. Et l'obsession et la maladie de ce personnage principal. Et ça va parler de ce moment dans la vie de cet homme et comment il essaie de jongler avec tout ça. Il faudra bien s'accrocher au film. Ça, je vais vous le dire tout de suite parce qu'il commence normalement comme une sorte d'histoire assez simple. Mais plus t'avances, plus il faudra être concentré parce qu'on va comprendre l'identité de cet homme via plein d'images, de scènes qui ont l'air d'avoir des ellipses d'une scène à une autre de manière assez marquante. Bref, on va connaître et vivre sa vie pendant des années et des années, mais ça va à chaque fois refléter une partie universelle de l'être humain, de cet auteur, de ce personnage. Moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre absolument émouvant, dévastateur, et ce genre de film, là je l'ai revu parce que la première fois que je l'ai vu j'avais beaucoup aimé, mais en le revoyant il m'a encore plus ému, il m'a encore plus détruit émotionnellement je trouve, parce que c'est un film qui gagne beaucoup à être revu vu le nombre de scènes, la densité du propos, et c'est un film qui est pas long, hein, ça dure moins de 2 heures, mais il se passe tellement de choses avec tellement de scènes, tellement de personnages qu'il faut vraiment être concentré, mais c'est un grand film. Philip Seymour Hoffman, bah, c'est une perte absolument tragique, ça fait plus de 10 ans qu'il nous a quittés si ma mémoire est bonne, et il est exceptionnel, hein, c'est l'un de ses meilleurs rôles, mais bon il a une carrière de dingue. Dossier Doc New York, c'est l'un des meilleurs films de cette liste, regardez-le, c'est un pur chef-d'œuvre, vous allez je pense adorer, mais accrochez-vous, hein, parce que ça va aller très vite à certains moments. Ensuite j'ai envie de parler de Lobster, parce que c'est un film qui parle aussi de solitude, de besoin d'amour dans une société violente, et il faut en parler parce que vous êtes 24% à l'avoir vu, c'est le film le plus récent de la liste, 2015, et moi je l'avais vu à l'époque, j'avais beaucoup aimé, là je l'ai revu et j'ai encore plus aimé. C'est des films qui gagnent beaucoup à être revus des années plus tard ou même à être revus tout court, et c'est l'un des films les plus populaires de la liste parce que 24% c'est quand même pas mal pour ce genre de liste, et c'est le film le plus récent que je vous recommande parce que même si ça va raconter une histoire qui est un peu perturbante dans le sens où ces personnages-là vont aller dans un établissement dans lequel des gens divorcés ou veufs vont arriver pour trouver l'amour. Sauf qu'ils ont X temps pour trouver l'amour, ça peut être une semaine, et s'ils n'y arrivent pas, ils se transforment en animal de leur choix. Et le personnage principal choisit de se transformer en un lobster. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça, entre guillemets. Et on va plonger dans cette institution fatalement cruelle, car la finalité est dramatique. Et il y a plein de règles qui sont difficiles à suivre, et c'est la critique de la société qui crée une pression sociale atrocement lourde sur les gens afin de trouver l'âme sœur. Ça va se concentrer sur les dérives autoritaires, la pression institutionnelle, mais aussi personnelle pour raconter une histoire de rébellion, mais aussi d'acceptation. Le film va aller loin dans son propos avec beaucoup de conflits, personnages et violence. Si vous êtes habitué au cinéma de Yorgos Lanthimos, c'est pas un film qui va vous surprendre, je pense. C'est peut-être le moins fou de sa filmographie ou l'un des moins fous de sa filmographie avec La Favorite, par exemple. Et pour ceux qui n'ont jamais vu du cinéma de Yorgos Lanthimos, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, mais vous risquez d'être un peu confus. Encore une fois, c'est dense comme film, il y a beaucoup de scènes, mais c'est en ordre chronologique, donc juste pour ça, c'est cool, là où le précédent était un peu dans tous les sens. Ça vous prend pas par la main forcément, et vous allez avoir envie de décortiquer les plans, le symbolisme, le côté surréaliste de l'œuvre, et ça joue évidemment sur l'allégorie du couple et de l'amour de manière générale. C'est une approche beaucoup moins mélancolique que Her ou Cinédoc New York, parce que le film se concentre sur l'absurde de la vie, de nos apports au couple et à la société, et j'adore The Lobster. Je trouve que c'est un film qui est touchant, qui est beau, et vous allez vous en rappeler, vous allez avoir envie de le revoir, vous allez vraiment être marqué, je pense, par le film, et vous allez y penser pendant longtemps, et j'ai vraiment adoré le revoir parce que ça m'a replongé dans ce monde, et j'ai vu plus de choses que la première fois lorsque j'étais plus jeune aussi, donc franchement, c'est génial. Et vous allez voir, celui-ci est assez particulier, je vais pas vous donner plus de détails sur ce qui se passe dans ce genre de film, mais vous allez adorer, il y a toute une partie sur le sexe, évidemment, qui est importante parce que ça fait partie du couple, mais j'ai envie de parler du dernier film de Cyprien qui s'appelle Whiplash. Bon, vous le connaissez tous, hein, Whiplash, hein. C'est un film que tout le monde adore, à juste titre, je pense que c'est un très bon film, c'est un film que Cyprien adore, c'est dans son top, et vous connaissez mon amour pour Damien Chazelle,
la manière dont il met en scène cette bataille entre ces deux hommes, cette agression, cette violence qui mélange obsession et perfectionnisme malsain. Mais encore une fois, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos films à voir dans sa vie, vous êtes 52% à l'avoir vu, donc c'est vraiment plus de la moitié, ce qui est pour moi beaucoup, hein, la moitié des gens qui regardent cette chaîne et font les sondages, c'est énormément. Mais du coup, j'ai envie de vous conseiller deux autres films sur la musique. Alors, c'est deux classiques, je pense que voilà, ça fait partie des films les plus populaires. Ils sont un peu plus vieux, donc pas beaucoup d'entre vous les ont vus. Et le classique que j'ai envie de recommander en premier, un film qui a gagné énormément d'Oscars, hein, je crois que c'est 8 si je dis pas de bêtises, et qui parle aussi d'obsession, de musique. Il y a deux films parfaits pour ça. Le premier est Amadeus, et comme vous l'avez compris, c'est l'histoire, le biopic de Mozart, mais du point de vue de Salieri, son rival de l'époque. Vous êtes 30% à l'avoir vu, et il raconte vraiment cette histoire qui a changé sa vie. Il était obsédé par Mozart, il voulait même le tuer pour pouvoir être le meilleur compositeur. Il y a une vraie jalousie qui se formait en lui, sauf que de l'autre côté, Mozart s'en fichait. Il en avait absolument rien à faire. D'ailleurs, comme on dit aujourd'hui, Mozart le rage baitait constamment, sans même se rendre compte, et Salieri était complètement dévoré par cette rivalité, obsession, jalousie, qui était plus que musicale, évidemment. Elle devient même divine, j'ai envie de vous dire. Il y a toute sa perception de la religion qui va changer à cet homme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette rivalité unilatérale, c'est une épopée assez dingue qui va mélanger amitié, trahison, religion et obsession. Tourné à Prague, évidemment, à l'époque, ça montre ce Vienne qui est dingue. On va plonger dans une époque qui mélange aristocratie, censure, explosion d'un nouveau genre musical aussi, car Mozart, c'est un petit con. Voilà, il est décrit comme ça, c'est un petit con arrogant, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur sans faire d'efforts, donc il va créer des vraies frictions, des jalousies dans cette aristocratie, et il ne sera pas considéré comme le meilleur parce qu'il a un comportement qui va pas bien avec, et c'est aussi ça qui frustre Salieri. Et l'utilisation de la musique est évidemment émouvante, grandiose, surtout par rapport à la composition, c'est-à-dire créer de l'art de manière générale. Il y a des moments où il compose les personnages et c'est génial. Moi, j'aime bien les biopics où on voit l'artiste créer, comment il crée toutes ces choses-là, et son cerveau, sa réflexion. Il y a pas mal de scènes où on le voit, surtout une scène extrêmement émouvante par rapport à ça dans le film. Ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Et aussi, ça va parler de la force de l'art. Ça va parler de cinéma, d'équipe, de travail, de ces choses-là. Et c'est une grande œuvre épique de 2h40. Moi, je vous conseille la version cinéma de 2h40, il y a la version Director's Cut de 3h, mais elle est plus longue et je pense que ça gâche le rythme du film. Donc la version 2h40 qui est disponible d'ailleurs en 4K, c'est celle qu'ils ont refaite, c'est celle-ci qui vaut vraiment le détour. Et bon, évidemment, Miloš Forman, il a plein d'idées, il a gagné 8 Oscars pour ce film si je dis pas de bêtises, et ça rend l'expérience encore plus unique, mémorable, car il se concentre vraiment sur le quiproquo, sur la haine, mais aussi sur l'admiration. Et cette rivalité, ce qu'elle devient est assez fascinant. Je ne vais pas vous révéler plus d'informations ici, mais il y a des scènes qui seront mythiques, il y a des scènes d'opéra aussi qui vont rester en vous à vie, c'est absolument génial. Et redécouvrir ce film, moi, m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touché. La fin, je la trouve tellement touchante et belle. C'est un super film qui mérite ses récompenses. Et vous êtes 30% à l'avoir vu, mais ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le grand film épique de la vidéo, mais c'est une véritable claque, foncez dessus. C'est un énorme film. Et j'ai envie de parler d'un autre classique, cette fois-ci, qui est aussi tout aussi marquant, génial, qui dure pas 2h40, c'est l'inverse cette fois-ci, c'est 1h30. C'est un film de musique, mais plus contemporain. C'est-à-dire qu'on va parler du film intemporel qui est Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Et vu que c'est 1h30, ça va super vite. Mais attention, parce que c'est très très dense aussi, il se passe beaucoup de choses. Moi, je l'ai revu récemment et quand j'ai vu que c'était 1h30, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que dans mes souvenirs, c'était 2h10, 2h25. Parce que le ressenti de ce qui se passe est plus long. Alors, non pas que le film est long, hein, au contraire, il passe très très vite. Mais il se passe tellement de choses, il y a tellement de scènes mémorables, de moments que je l'avais vu à l'époque. Je me suis dit, mais c'est sûr, c'est un long film, au moins 2 heures quoi. Non, c'est 1h30 et ça va mélanger plusieurs mythes. Alors le fantôme de l'opéra évidemment, mais pas que. Je vais pas vous spoiler les autres mythes que le film va tacler. Et vous êtes 16% à l'avoir vu. Qu'est-ce que vous faites? 1h30, c'est un chef-d'œuvre. Je ferai une vidéo si vous voulez des films incroyables à voir qui durent moins de 90 minutes. Alors là, on va plonger dans une autre forme d'obsession. C'est l'histoire d'un homme qui voudra percer musicalement et il aura le talent. Mais un producteur, le producteur de renom international, va le découvrir, voler sa musique et en même temps, il va vouloir se débarrasser de lui pour toujours, pour pas qu'il y ait des histoires de plagiat, de vol et toutes ces choses-là. Donc c'est une sorte de producteur mafieux, entre guillemets. Et comme Amadeus, c'est un film qui va parler de création musicale, du travail d'équipe, de la perfection, mais aussi de cinéma évidemment. Parce que Brian De Palma, il a souvent parlé de cinéma dans ses films et ça va prendre plusieurs inspirations mythologiques, mais aussi religieuses. Et c'est ça qui est génial parce que ça fait une sorte d'hommage à l'opéra contemporain, plus rock'n'roll, plus punk aussi, au synthétique aussi, cette musique qui intervient à cette époque, les années 70, et ça ajoute plein de séquences grandioses
entre guillemets d'opéra encore une fois. Et De Palma, il s'intéresse à l'outil musical. La voix, les platines, le texte, la transmission, l'adaptation, la perfection, la collaboration et en même temps une obsession qui est présente dans le film, c'est l'amour, l'obsession de quelqu'un et qu'est-ce qu'on fait par rapport au show business, qu'est-ce qu'on sacrifie, toutes ces choses-là. C'est un film qui parle aussi beaucoup de show business de manière générale, mais j'ai pas envie de vous parler trop de ces films parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont intéressantes à découvrir lorsque vous les voyez, donc j'essaie de rester le moins spoileresque possible, mais c'est dingue quand 1h30, il va tacler l'horreur, il va tacler la romance, la comédie musicale, hein, c'est une comédie musicale. Pour moi, il y a une densité scénaristique, comme je vous l'ai dit, qui est folle, et chaque plan aura une idée de dingue, genre musicalement c'est incroyable, visuellement les couleurs, les plans, c'est une narration visuelle absolument parfaite. C'est pas un film très bavard non plus, ça qui est intéressant, c'est une bombe sensorielle avec l'une des images les plus marquantes de l'histoire du cinéma, par exemple ici, mais chaque plan est marquant, je vous jure, c'est clairement l'un des meilleurs films du réalisateur et c'est un chef-d'œuvre intemporel, donc allez regarder ces films. J'espère que ces recommandations vous ont plu. Dites-moi si vous avez vu ces films dans les commentaires. Dites-moi si vous avez envie d'en découvrir plus. Et je referai ce concept ou avec des films que j'ai pas vus d'autres personnes ou avec des films que j'ai vus et que je vais recommander en plus. Et évidemment, pour ce genre de recommandations, je sortirai tous les mois ma vidéo des films à voir dans sa vie. Et peut-être je reprendrai un des films dont j'ai évoqué le nom ici pour en parler. Mais allez voir tous ces films. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.